Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine d'Accès Direct avant une petite pause bien méritée. On vous prépare d'ailleurs une petite surprise pour l'émission de ce vendredi. Vous le savez, Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité ici en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 8 juillet 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Anthony Favre, le vice-président de l'Assemblée du pays tarentaise-vanoise. On parlera avec lui de la première édition du Guide du routard tarentaise-vanoise qui vient de sortir. Laurent Trapp et Tiffaine Fauti viendront nous parler des estivales de Menton. Et pour la dernière rubrique sport de la saison, j'accueillerai Stéphane Bichet, le président de l'entente nautique Aviron Aix-les-Bains. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence pour les titres de ce journal. Salut Clémence. Salut Sébastien. Alors dans ce journal du 8 juillet 2019, on parlera d'Annecy Paysage avec la deuxième édition qui a été officiellement lancée. Et oui, les 32 sculptures sont à découvrir pendant les 2 prochains mois. Elles ont été inaugurées en grande pompe lors de la soirée d'ouverture et la traditionnelle table de pique-nique géante. Reportage à suivre dans le journal. Puis les écoliers transfrontaliers toujours dans la tourmente. 1500 nouveaux élèves suisses vont être dirigés vers des écoles françaises à la rentrée 2019. En cause, une décision du Conseil d'État de ne plus accepter d'enfants frontaliers dans les écoles genevoises. On aura toutes les explications dans le journal. Merci beaucoup Clémence, tu reviens un petit peu plus tard pour la suite de cette émission. Première rubrique, je vous en prie, rubrique dans l'actu. J'accueille monsieur Anthony Favre. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, je le disais en introduction, vous êtes le 6e vice-président de l'Assemblée du pays tarentaise-vanoise en charge du tourisme estival. On va donc parler tourisme ce soir. Avant toute chose, quelques mots sur cette entité. Donc l'association des pays tarentaise-vanoise rassemble les 5 intercommunalités qui sont situées en amont d'Albertville jusqu'à Val d'Isère d'un côté de la vallée et Pralognan de l'autre côté. Et en fait, c'est une association qui est un syndicat mixte au niveau de son fondement juridique qui est là pour aider les collectivités à porter des projets par le biais de financements qui viennent soit de la région, soit de l'État, soit de l'Europe, mais aussi du conseil départemental qui est un partenaire indispensable. Quelles sont les principales missions, les principaux objectifs de la PTV ? Alors, il y en a plusieurs. Pour ma part, je m'occupe du tourisme estival. C'est le sujet qui va nous occuper dans quelques minutes. Mais il y a la biodiversité, il y a tout ce qui est les normes au niveau de la construction, les plans locaux d'urbanisme avec le schéma de cohérence du territoire. L'agriculture, par exemple, tout ce qui est protection de l'eau en général et les zones inondables, par exemple. Il y en a bien d'autres, mais je fais assez simple. Alors, pour un territoire comme le vôtre, j'imagine que l'été, c'est une période charnière. Alors, ça l'a été, pour être sincère avec vous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vice-présidence dédiée au tourisme estival. La Tarentaise, c'est 400 000 lits touristiques orientés essentiellement sur l'hiver, avec les grands domaines skiables que sont les Arcs, la Plagne, Tignes, Val d'Isère, Courchevel, Méribel, Val Thorens, notamment, et d'autres évidemment, comme Valmorel ou La Rosière, mais il y a aussi l'été, et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui on parle principalement de notre vallée sur l'hiver, avec les noms que je viens de citer qui sont des stations de renommée mondiale, mais la Tarentaise est née avec le tourisme estival au XIXe siècle, avec les riches industriels britanniques qui venaient faire les ascensions dans l'âge d'or de l'alpinisme au XIXe siècle et qui venaient en Tarentaise et on skiait à l'époque mais très peu et donc ces riches britanniques industriels venaient plutôt gravir nos montagnes, leur grignoter avec leurs piolets et leurs crampons les fronts des montagnes comme le Mont Pourri, la Grande Casse, le plus haut sommet de la Savoie qui est évidemment un peu moins haut que le Mont Blanc. Et ça a dévié, évidemment, avec les congés payés après la Deuxième Guerre mondiale sur le tourisme hivernal. Et là, on revient un peu à nos racines en essayant d'être un peu plus performant en termes de tourisme estival. Et pour être plus performant en termes de tourisme estival, on va parler du premier guide du routard tarentaise-vanoise. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans la grande famille du guide du routard ? Alors déjà, je ne vais pas vous le cacher, ça nous fait plaisir, ça c'est indiscutable. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on est le premier guide de pays, puisqu'il y a plusieurs éditions dans le guide du routard. Aujourd'hui, il existe déjà un guide du routard, d'ailleurs, où la Savoie-Haute-Savoie, donc Savoie-Mont-Blanc est inclus dans le même, qui est un bouquin assez épais, qui fait un focus, on dira, sur l'ensemble des 2 départements. Là, il y a eu un appel à projet qui est né par une association en partenaire avec le guide du routard en 2017, et en gros, pour faire court, qui a dit il y a 7 territoires qui peuvent obtenir un guide de pays, donc on va dire un focus un peu plus précis. Et donc l'avantage que l'on a, donc ça nous fait plaisir certes, mais c'est pas le tout, il s'édite à 112 pages et il coûte 4,90 €. Il se range dans la poche, est très pratique et très facile pour le client qui vient chez nous. Et surtout,
Le touriste ou le vacancier qui vient en Tarentaise ou ailleurs, en tout cas ce qui m'occupe c'est la Tarentaise, eh bien généralement quand il achète le guide du routard, c'est pas pour se le garder sur la lampe de chevet et se le regarder le soir pour se faire plaisir, c'est pour y aller. Et donc quand on achète le guide du routard, c'est pour venir dans les lieux où on a acheté le guide du routard. Alors comment expliquer qu'il a fallu attendre l'été 2019 pour voir cette première édition qui vous faire sur votre territoire? C'est une anomalie qui a été réparée? Pas du tout. En fin de compte, on est, et comme j'ai dit tout à l'heure, on est l'un des premiers focus dans le guide du routard sur une vallée. Aujourd'hui, en Savoie, on est le premier. Les autres n'existent pas pour les autres vallées. Alors pourquoi? Parce qu'il faut un appel à projet avec 7 pays en France et on a été dans ceux qui ont répondu. Donc nos voisins aujourd'hui, les autres vallées, n'ont pas le guide du routard, mais je sais qu'ils vont l'avoir et je leur souhaite d'ailleurs parce que c'est une sacrée mise en avant vis-à-vis des habitants, des Français, mais pas que, puisque en 40 ans, c'est 40 millions de bouquins vendus et c'est 100 millions de lecteurs. J'imagine que ça a dû être un travail long et minutieux pour récolter toutes ces informations, les classifier, les transmettre au guide du routard? Alors, oui et non. Nous, on fait un travail de contrôle pour éviter qu'il y ait des couacs ou des ratés. Mais le guide du routard envoie des gens qui sont des spécialistes pour aller dans les destinations et faire la tournée des popotes, qui soient tout ce qui est transport, les offices du tourisme, les lieux culturels, les lieux où dormir et où manger, récolter les bonnes adresses du baroudeur. Et nous, à l'extérieur, en tout cas, de l'autre côté du rideau, nous sommes là pour corriger les aider, voir s'il y a eu des oublis. Et sinon, le guide du routard fait très bien son travail et donc c'est un travail plutôt d'accompagnement. Alors, si je vous demande d'aller 3-4 coups de cœur là, pour cette première édition, je sais que c'est une question très compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Vous, vos coups de cœur? Alors, s'il fallait en retenir que quelques-uns. J'aurais pas de mal. Il y a Le Monal, ce petit village qui est au-dessus de Sainte-Foy-Tarentaise, qui est une montagnette qui permettait aux agriculteurs de rester dans la partie estivale et faire en sorte que leurs vaches puissent avoir le meilleur foin possible pour fabriquer le fameux Beaufort chez nous. Et puis, il y a aussi le parc national de la Vanoise. Forcément. Et puis je vais parler aussi d'un peu de la commune où je suis un maire délégué sur la plaine tarentaise, qui est une grande station de ski au pied du glacier de Belle-Côte, et le village de Montchavin-les-Coches où je suis et qui est un formidable village qui s'est transformé d'une époque médiévale, 11e, 12e siècle, en station de ski, ce qui est assez rare, par exemple. On se rend compte que la gastronomie a une véritable importance pour vous. Alors oui, alors déjà, mon métier, je suis cuisinier de métier. En plus. J'ai fait l'école hôtelière, pas loin d'ici, à Thonon-les-Bains. Mais j'ai aussi un restaurant. Mais c'est important aussi dans le guide du routard parce qu'au-delà de parler de mon établissement, je suis pas là pour ça, mais c'est pour l'ensemble du territoire. On a un territoire riche avec des 5 étoiles. Mais au-delà de ça, avoir un bon rapport qualité-prix pour la personne qui vient en vacances et manger entre 15 et 20, 25 euros, pouvoir repartir satisfait avec des produits frais et avec des recettes du pays. La variété dans tout ce que vous proposez, c'est ça aussi une des forces pour ce que vous proposez? Alors, dans le guide du routard, ils ont surassemblé tout ça et faire en sorte de s'adapter aux petits porte-monnaies des vacanciers qui viennent et qui peuvent traverser notre vallée et faire en sorte de ne pas avoir un budget colossal qui, des fois, est plus important pour l'hiver, pour ne pas se le cacher. Alors, vous le trouvez comment, ce guide? J'imagine que vous l'avez déjà eu entre les mains, vous avez pu le feuilleter? Alors, on l'a feuilleté, évidemment, comme je l'ai indiqué, on l'a corrigé, enfin, corrigé. On a aidé le guide du routard pour voir s'il y avait des petites améliorations. Ils le font très bien leur travail. Je le trouve très bien parce qu'il concentre l'aspect sportif, culturel et puis le côté des épicuriens qui sont là pour découvrir des bonnes tablées. Merci beaucoup Anthony. Merci. On vous souhaite évidemment une très très bonne saison estivale. Je vous remercie à vous et bonne continuation. Merci bien. On enchaîne avec notre revue de presse. Vous pouvez passer par là. Avec Clémence qui est de retour sur le plateau. Alors ce soir on va parler notamment d'élevage intensif avec une nouvelle pétition qui fait grand bruit. Oui, alors je ne sais pas si tu étais au courant, Seb, mais les organisations de protection des animaux et de l'environnement côté suisse ont récolté 124 000 signatures pour leur initiative contre l'élevage intensif depuis le 12 juin 2018, donc à peu près un an, là, date pour date. Alors, elle compte déposer ce texte auprès de la chancellerie en septembre prochain. Au total, il faut 100 000 signatures pour pouvoir le déposer. Là, c'est le cas. Donc, les quotas ont donc été dépassés pour que l'initiative populaire soit soumise aux urnes, tout simplement. Alors, l'initiative contre l'élevage intensif en Suisse appelle à une modification constitutionnelle de l'élevage industriel. Donc, ça va même un peu plus loin qu'une pétition, comme tu le disais. Alors, le texte demande que la
Confédération protège la dignité de l'animal dans le domaine de la garde d'animaux à des fins agricoles. Concrètement, la Confédération est appelée à viser des critères de soins, d'accès à l'extérieur, d'abattage, de taille maximale, notamment aussi des groupes par étable. L'importation d'animaux et d'aliments d'origine animale devrait aussi répondre à ces nouveaux critères, sinon tout ça, ça sert un petit peu à rien. Il faut faire ça des deux côtés. L'initiative laisse un délai transitoire de 25 ans au maximum pour appliquer l'initiative. Mais la législation d'application devrait toutefois être adoptée dans un délai de 3 ans approximativement. Enfin, c'est ce qu'on verra du moins. Et donc, c'était un article qu'on pouvait lire aujourd'hui dans la Tribune de Genève. Les suites de la tempête de la semaine dernière. Oui, alors il y a environ une semaine, c'était donc la tempête en Haute-Savoie, en Savoie et en Isère. Et c'est vrai qu'elle a particulièrement touché la Haute-Savoie. En l'espace d'une heure, presque la moitié de la production annuelle de bois du département est tombée. Alors parmi les secteurs les plus touchés, la commune de Maglan, par exemple, dont un tiers de la forêt est détruite. On le voit sur ces photos, hein, le spectacle est complètement cauchemardesque. Alors après une semaine des états des lieux, les services de l'Office national des forêts évaluent à 46 000 mètres cubes de volume d'arbres décimés à travers le département. C'est donc un désastre écologique mais aussi économique pour le département. Les professionnels estiment qu'il faudra à peu près 1 an pour tout nettoyer et éviter bien évidemment les risques sanitaires. En attendant, un arrêté municipal interdit l'accès à certaines forêts pour évidemment des questions de sécurité tout simplement. Tout à fait logique. On passe à ta revue de presse, Seb, et puis là, on se demande une question, qui est-ce qui bouge les œuvres d'Annecy Paysage? Une petite curiosité pour commencer cette revue de presse avec des œuvres d'Annecy Paysage qui apparemment semblent bouger, puisque vous avez peut-être vu, Clémence, ou les gens qui nous regardent, moi je les ai vues. Ces sphères de couleurs installées sur le lac, le long de l'avenue d'Albini. Elles sont l'œuvre de l'artiste Élise Tomkowiak. Et bien, une de ces sphères qu'on voit sur la photo, donc sphère de couleur, a été retrouvée dans le jardin d'un particulier ce dimanche matin. Difficile alors de penser qu'elle ait pu faire le chemin toute seule entre le lac et la terre ferme. Donc voilà, c'est une vraie curiosité. Peut-être que des petits malins s'amusent à bouger ça. Ça rajoute un petit côté Annecy Paysage, mais bon, ça prend un peu de place en tout cas. Une soirée un petit peu arrosée peut-être qui se termine il y a des chances. avec ces sphères. On verra sur les caméras de vidéosurveillance. Et puis deuxième revue de presse, une nouvelle partie du corps humain qui a été mise à nu. Oui, peut-être une révolution anatomique, puisque la clinique universitaire de Ballgrist à Zurich a annoncé la découverte d'un nouveau ligament du genou. Alors ce nouveau ligament est baptisé AIML pour Accessory Iliobital Band Meniscal Ligament. Il est présent chez seulement 13% des personnes. Ce ligament supplémentaire constitué d'une étroite bande de fibres située entre le tractus iliotibial et le ménisque externe n'avait encore jamais été décrit ni découvert. Il s'agit d'une variante anatomique de cette fixation du ménisque externe. Il a en moyenne une longueur de 23 mm, donc assez discret, et il est présent chez 13% des patients lors d'une enquête qui a porté sur environ 1 millier de personnes. Alors la présence de ce ligament a une importance très clinique, puisqu'il n'est pas avantageux d'en disposer, puisque les personnes qui en sont dotées ont un risque nettement plus élevé de déchirure du ménisque externe. Donc voilà, j'espère que toi comme moi, nous n'avons pas ce fameux AIML. Et que je ne m'en rendrai pas compte en allant courir ce soir, effectivement. Merci beaucoup Clémence. Allez, on passe notre rubrique culture. On va beaucoup parler de festival en cet été 2019 avec Laurent Trapp et Tiffaine Faury. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laurent, vous êtes le régisseur général et Tiffaine la directrice artistique des Estivales de Menton. C'est ça. Première question toute simple avec vous, Tiffaine. Les Estivales de Menton, qu'est-ce que c'est ? C'est un rendez-vous, c'est la 20e édition cette année, c'est un rendez-vous estival qui ouvre les portes du château aux visiteurs, alors du bassin annécien ou des touristes, des étrangers même. On reçoit le monde le soir à partir de 19h30 jusqu'à tard le soir, puisque ce sont des soirées estivales, on a un son et lumière qu'on propose et c'est chaque année un spectacle différent. Alors 20 ans, ça veut dire que la recette fonctionne plutôt bien ? Oui. Assez satisfait de ce qui est mis en place ? Absolument. On a une équipe aujourd'hui de choc avec de nombreux bénévoles qui gèrent tout, toute la logistique, qui sont avec nous, les professionnels, pour pouvoir nous aider. C'est les petites mains, c'est les grosses voitures, les camions, les déménagements. C'est beaucoup de travail. Laurent, en tant que régisseur général, quelle est la difficulté de travailler dans un environnement comme le château de Menton ? L'extérieur, la pluie. Voilà, c'est ce qui nous embête un peu plus. On est obligé de s'adapter avec les nouvelles technologies. Donc soit quand il pleut, on est obligé de bâcher. Quand il fait beau, après c'est d'autres produits. Voilà. En tant que régisseur, on travaille pendant un an là-dessus. Ça représente un an de travail en amont ? Un an de travail en amont, oui, tout à fait.
à savoir quoi choisir pour évoluer chaque année dans les nouvelles technologies. Que ce soit en lumière, après on a essayé de mettre de l'artifice, on a maintenant mis du mapping depuis 2 ans. Donc on a 2 VP de 20 000 lumens qui éclairent en fait la façade de chaque côté. En plus de tout ce qui est asservi, traditionnel, structure, ça représente 2 porteurs, du son, voilà, des kilomètres de câbles. Tiffaine, quelle est la genèse de ce festival? Il vient d'où? Comment est-ce qu'il a été créé? Alors, au tout début, on avait la volonté en fait de faire travailler des jeunes artistes sur scène. C'était sur une idée de Monsieur le comte Olivier de Menton, qui nous a quittés il y a 3 ans. Et on avait, lui, pour le suivre dans son esprit d'ouverture, on a voulu proposer la scène à des jeunes artistes. Et puis aujourd'hui, c'est toujours le cas. On fonctionne en association La 1901. La scène est dédiée aux artistes amateurs et pré-professionnels, voilà, de 12 à 25 ans à peu près. Et c'est un grand, c'est une grande joie chaque année de pouvoir voir évoluer comme ça des jeunes qui ensuite vont parcourir d'autres scènes et puis se former vers des lieux plus professionnels. Mais enfin voilà, c'est ce qu'on leur offre en tout cas au Château de Menton. C'est un site absolument exceptionnel. Et en ça, le fait qu'il y ait toutes ces contraintes techniques, les contraintes extérieures, voilà, ça fait que le projet pour tous ces jeunes artistes devient quelque chose de ultra formateur. C'est quoi l'état d'esprit de votre manifestation? Alors nous, c'est de l'accueil, c'est de la culture, c'est amusons-nous, c'est venez découvrir des belles histoires avec nous. Voilà, on est des conteurs, on adore ça. C'est en musique, c'est théâtre, c'est danse, c'est voilà, aussi des effets techniques de plus en plus développés d'année en année. Alors Laurent, cette année, le spectacle de référence, c'est L'Oiseau de Feu. Quelques mots justement sur ce spectacle, on imagine beaucoup de son et lumière. Beaucoup de son, beaucoup de lumière. Pour l'instant, ça reste encore secret puisqu'on ne peut pas tout dévoiler. Certes, il y aura encore du mapping cette année de chaque côté du château. On va essayer de faire un spectacle. Alors, on va vous donner une info en 360 et pas que visuellement à 180 degrés. Voilà. Que le public puisse voir à gauche, à droite, derrière ce qui se passe. Et comme si c'était en fait dans une bulle. Voilà. On rajoute des machines pour pouvoir voir tout le château de Menton et tout ce qui se passe en fait autour. C'est ce type de prestation qui marche aujourd'hui? Je pense, oui. Je pense que les gens aiment... Après, il faut amener énormément de matériel aussi, que les gens puissent voir un vrai spectacle, qu'ils ne viennent pas en se disant on a mis 1-2 lumières, un petit peu de son, puis on a réussi à faire un spectacle avec ça. Non, je pense que ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent et qu'ils payent, ils viennent voir quelque chose, ou quand ils repartent, en disant ouais, c'était super. Voilà. Alors, qu'est-ce que le public pourra découvrir en plus de ce spectacle, lors de ces soirées? D'abord, redécouvre cette histoire, L'Oiseau de Feu, qui est issu des contes populaires russes, qui a été connu plus particulièrement lorsque Stravinsky s'en est emparé. Il l'a composé pour les ballets russes. Nous, on l'a réadapté, puisqu'il existe bien sûr plein d'adaptations de ce conte-là, comme tous les contes. Nous, on l'a réadapté, donc on voudrait que les gens viennent découvrir une nouvelle histoire, quelque chose d'encore nouveau. Et puis, au-delà de l'aspect technique, on a une vraie dynamique derrière, un engagement des jeunes artistes, montrer ce qu'on peut faire à un si jeune âge, les performances, et puis donner satisfaction de ce point de vue-là. Quel retour vous avez de la part du public, notamment avec ce côté son et lumière? Chaque année, ça évolue en bien. Les jeunes sont équipés en fait comme des pros, donc on les considère comme des pros et qui ont un équipement comme des pros. Ils ont des micros aujourd'hui qui sont les mêmes qu'à TF1, sur le plateau de TF1. Voilà. Je pense que les gens au départ venaient voir simplement un petit spectacle créé par des semi-professionnels, même c'est pas des semi-professionnels, c'est des amateurs. Des amateurs, et aujourd'hui on tombe vraiment dans le semi-professionnel. Voilà, je pense que même les parents ou les enfants qui viennent jouer ressortent avec quelque chose d'intéressant chaque année. Ouais. Comment vous trouvez l'inspiration chaque année pour arriver à vous renouveler justement? C'est comme ça. Ça vient tout seul? Ouais. Ouais, on peut pas. C'est des choses qu'on voit, des gens qu'on rencontre, des discussions qu'on a. Puis on se dit tiens, c'est ça qu'on va faire cette année. On rappelle les dates, le lieu? Oui. 25 et 29 juillet, 1er et 4 août, Château de Menton-Saint-Bernard. Avec des reports si jamais il pleut, On mais va croiser les attention, doigts. que pour 2 dates. Voilà. Voilà. Il y a encore de la place, j'imagine, la billetterie? Ah là, ça vient juste d'ouvrir les billetteries, par contre, ça part part assez vite. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, en tout pour cas. votre accueil. On espère en croiser pour la météo au niveau des représentations. On espère que tout se passera On a eu très de la bien. chance jusqu'à maintenant, Ouais. en espérant. Merci beaucoup. Merci, bel été. Merci de même. Merci. On termine cette première partie avec notre rubrique sport, la dernière de la saison. Et ce soir, on va parler aviron avec Stéphane Bichet.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'entente nautique Aviron Aix-les-Bains. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre club d'un point de vue historique déjà dans un premier temps? Donc effectivement, l'entente nautique d'Aix-les-Bains a été créée en 1882. À l'époque, c'était la plus vieille association sportive d'Aix-les-Bains. On était à l'époque jumelé avec le club nautique, donc c'était un club en fait multi-activités voile et aviron. Et c'était en 1953 qu'il y a eu une fusion des deux clubs historiques, parce qu'il y avait deux clubs sur Aix-les-Bains, le club nautique et le rowing club. Donc depuis 1953, effectivement, ils se sont regroupés sur ce qu'on appelle la plage du rowing à Aix-les-Bains du côté de Tresserve pour former l'entente nautique d'Aix-les-Bains. Alors vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste de président? Alors c'est vrai que moi j'ai un passif de rameur. J'ai également, je suis né dans le milieu de l'aviron. Mon grand-père était déjà entraîneur national. Mon père était également président de la Ligue et entraîneur. Donc c'est tout naturellement, je dirais que j'ai suivi ce chemin-là d'aller pratiquer ce sport. Donc effectivement, ça m'a plu. Donc j'ai eu un passé de sportif. Et également, j'ai entraîné quelques années au sein de l'entente nautique. Et après, les événements ont fait effectivement qu'avec une équipe, on avait repris le club il y a 6 ans environ pour essayer de relancer la partie sportive. Alors, comme dans beaucoup d'autres sports, vous faites la part belle à la formation. Et on peut dire que ça vous réussit plutôt bien puisqu'il y a un mois, vos équipes juniors ont brillé lors des championnats de France du côté de Bourges. Effectivement, donc on a un club formateur avant tout. Donc on a eu la chance d'obtenir 2 titres de champion de France en J18, donc chez les filles et chez les garçons, ce qui était une première en France. Donc c'est vrai que c'était vraiment la récompense de tout ce travail qui a été fait par nos salariés, parce qu'aujourd'hui on a 3 salariés au club et une dizaine de bénévoles qui gravitent autour sur la partie sportive. On vient aussi de terminer, il y a une quinzaine de jours, la partie des championnats de France jeunes, où on est classé 7e club français chez les jeunes, donc chez les jeunes de moins de 13 ans, donc les J13. Donc c'est vrai que c'est vraiment un axe important pour nous, cette formation, effectivement, pour avoir une pyramide solide et essayer de pouvoir, à un moment donné, faire atteindre à nos jeunes rameurs l'équipe de France junior ou senior. Ce doublé, donc victoire chez les filles en 8 et chez les garçons en 8, on l'a dit, vous l'avez dit, première en France, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente déjà une récompense du travail accompli depuis de nombreuses années. Pour nous, pour tous les bénévoles qui gravitent au sein du club, aussi la récompense de nos partenaires institutionnels et privés, que ce soit la ville d'Aix-les-Bains, le conseil départemental de la Savoie. Nos partenaires aussi, on a un partenariat avec la société Valvital. Je pense que cette réussite, c'est aussi un ensemble, effectivement, de choses qui, en fait, effectivement, qui se sont bien alignées et qui nous ont permis, effectivement, de pouvoir réaliser ces exploits. Ce n'est pas les seuls exploits, effectivement, qu'on a réalisés cette saison, parce que hier, il y avait les championnats de France, donc J16. Donc, on a obtenu un titre de champion de France également en 4 de couple J16 et une médaille de bronze en skiff J16 en garçon. Et également, chez les seniors moins de 23 ans, moins de 3 ans, une belle 2e place en 2 de couple. Pour revenir à la formation, comment est-ce que vous avez aménagé des horaires? Comment est-ce que ça se passe pour les Alors, jeunes? c'est vrai qu'on s'appuie aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur plusieurs collèges. Donc on a le collège du Revard à Grésy où effectivement quelques jeunes sont intégrés à la section escalade qui leur permettent effectivement d'avoir des après-midi de libre. On a une section nautisme qui a été créée il y a 2 ans en collaboration au collège Jean-Jacques Perret avec la voile. Donc les jeunes viennent à partir de la 6e dans cette section nautisme pour essayer la voile et l'aviron. Et après en 4e, en fait, ils décident sur quelle pratique ils veulent s'orienter. On a également un partenariat avec le collège privé de la Martine. Donc c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur ces collèges pour intégrer nos jeunes et pour les faire progresser. On insiste aussi sur la performance, mais on tient vraiment qu'il y ait un double cursus, c'est le cursus scolaire et le cursus sportif. C'est vrai que ce serait un échec de voir un jeune de chez nous effectivement être champion de France et malheureusement ne pas avoir de projet professionnel dans les années à venir. Alors on sait que briller chez les jeunes, c'est absolument pas un gage de réussite pour la suite, mais j'imagine que dans vos effectifs, chez vos jeunes, il y a un vrai potentiel qui arrive à aujourd'hui, il y a un vrai potentiel, effectivement. On a déjà un jeune, Anthony Girard, qui est sélectionné pour les championnats du monde à Sarasota aux États-Unis en équipe de France de moins de 23 ans. Hier, ont été sélectionnés pour les championnats du monde juniors qui se dérouleront au Japon cet été. Louis Chameran chez les garçons et Émilie Mouchet chez les jeunes filles. Et on a également 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui sont sélectionnés pour faire la Coupe de la Jeunesse en équipe de France junior. Donc c'est vrai que ça fait effectivement cette performance, on la retrouve également maintenant en équipe de France pour les Aixois. Vous avez lancé en septembre 2018 un pôle performance pour pouvoir conserver vos meilleurs éléments le plus longtemps possible, c'est ça l'objectif? Exactement, on s'apercevait que maintenant il y a des gros pôles, notamment les pôles universitaires, Lyon, Grenoble, Nancy,
qui avait tendance à effectivement à attirer nos rameurs. Donc on s'est posé effectivement la question de comment faire pour les garder. Donc on a créé ce pôle performance. On a créé en fait un pôle jeune et un pôle performance. Sur le pôle performance, effectivement, on a embauché un coach qui est dédié effectivement à ce pôle, ce qui permet d'avoir vraiment un suivi au quotidien des athlètes. On a aussi un préparateur mental qui va être mis en place. On a commencé à faire les démarches et une diététicienne au quotidien pour essayer de les accompagner et effectivement essayer de garder nos ressources chez nous. Et pourquoi pas effectivement attirer d'autres rameurs. Ce qui s'est passé cette année, on a pu effectivement d'autres rameurs, d'autres clubs ont été attirés par ce pôle performance. Le fait de pouvoir vous entraîner sur le lac du Bourget, c'est une véritable chance, j'imagine? Oui, c'était une chance. C'est vrai que c'était un bassin agréable. Alors, on a quelques difficultés, comme effectivement c'est un bassin qui est assez grand. On a souvent des vents et la bise, notamment aussi avec le moteur. On a la chance, alors c'est pas toujours simple, mais aujourd'hui ça se passe relativement bien de pouvoir avoir une base, on va dire arrière, avec la base départementale d'Aiguebelette. Donc c'est vrai que c'est aussi grâce à cette base départementale qu'aujourd'hui on a ces résultats-là. Quand on peut pas ramer, parce qu'il y a effectivement la bise pendant quelques semaines sur le lac du Bourget, eh ben, on demande une autorisation et c'est vrai que c'est aussi une gage de réussite d'avoir ce repli sur le lac d'Aiguebelette. J'ai lu, dernière chose, que l'objectif c'était d'intégrer le top 5 des clubs français le plus rapidement possible. Vous confirmez? Oui, effectivement, c'est un objectif de cette saison. On va dire qu'aujourd'hui, tout se présente très bien pour cette saison, pour essayer de rentrer dans le top 5. Merci beaucoup Stéphane Buchet. Félicitations encore pour cette superbe saison et bonne continuation. Merci bien, bonne soirée. Merci bien. Clémence est de retour pour le rappel des titres de ce journal du 8 juillet 2019. Annecy Paysage est officiellement lancé. Et oui, focus ce soir sur donc la cérémonie d'ouverture avec la grande table de pique-nique géante et les 32 œuvres qui sont à découvrir pendant les 2 prochains mois. Et puis des grosses galères à prévoir pour certains écoliers à la rentrée. Oui, et à peu près 1500 élèves vont être accueillis normalement à la rentrée 2019 dans des écoles françaises. Et pour cause, les élèves frontaliers ne sont plus acceptés dans les écoles genevoises. C'est toute la problématique qu'on verra dans un reportage par Emmanuel Jaude dans le JT. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. Ne quittez pas, à tout de suite.